Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Yves-Marie Bercé. Merci de me recevoir. Vous publiez Les secrets du vin. Vous êtes membre de l'Institut Yves-Marie Bercé, professeur émérite à la Sorbonne. Et on va parler de votre nouveau livre qui est publié chez Vuibert, donc Les secrets du vin. Un livre sur les secrets du vin. Quand un journaliste reçoit un tel ouvrage, un titre, on se dit, il va nous parler des cépages, il va nous permettre d'être mieux cultivés sur le classement, encore peut-être un énième guide. Mais en réalité, vous nous révélez ce secret du vin qui se résumerait en civilisation. Est-ce que finalement le vin, c'est notre civilisation ? Des secrets historiques qui, effectivement, peut-être rattachent le vin à une épopée millénaire. On s'aperçoit que le vin est aux origines des premières civilisations. Il est présent là dans les preuves archéologiques nous assurent que le vin, à 4000 ans avant notre ère, avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avec l'apparition des premières sociétés sédentaires pratiquant une agriculture, le vin est présent. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est encore en expansion. Il a une sorte, puisqu'il conquiert de nouveaux territoires, ne fût-ce que des centaines de milliers ou de millions de consommateurs chinois qui jusque-là n'avaient pas été touchés, si vous voulez, par le prestige du vin. Et on va vers... on a une sorte d'immortalité du vin et une universalité grandissante. Alors on est saisi, vous commencez d'ailleurs le livre par cette anecdote, quand on rentre chez un caviste, par le nombre d'appellations, de cépages, de bouteilles. Et finalement on apprend que c'était simplement, il y a très peu de temps, en 1760, vers les années 1700-1800, que deux personnes, vous commencez par les rappeler, André Julien, Alexandre Pierre-Audard, ont commencé à travailler sur cette classification, sur ce référencement. Un peu plus tard, et ce sont des auteurs là, du début des premières décennies du 19e siècle. Ce sont pour Julien, c'est un marchand de vin, mais un connaisseur, un marchand de vin qui a sa boutique sur Paris, mais qui est aussi, je dirais, un technicien qui explore, qui juge les vins d'un point de vue gustatif, commercial, mais aussi et surtout technique. Et puis après, on a le comte Audard, qui écrit vers 1840, qui est là, je dirais, plutôt le fondateur d'une science nouvelle, de la science des cépages, qu'il appelle l'ampélographie. Et alors ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est une nouveauté, qui aujourd'hui a explosé, qui dépend de la chimie, de la technique agricole, de tout un tas de connaissances spécifiques qui vont aujourd'hui, qui vont extrêmement loin, mais qui sont fondées là, dont on n'avait pas conscience de la même manière auparavant, avant Audard. Et cette histoire du vin, finalement, nous ramène au début de la civilisation, puisque vous le rappelez, dès la sédentarisation des populations, partout dans le monde, eh bien, on a cultivé la vigne. Alors, peut-être pas partout dans le monde, mais en tout cas dans des régions... Grèce, Mésopotamie, l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des régions qui sont du pourtour méditerranéen et dans lesquelles il y a des conditions géologiques de terrain, et puis, qu'on ne connaissait pas bien sûr, mais qu'on découvre empiriquement à cette époque, des problèmes d'exposition et de climat, d'environnement climatique qui font que toutes les conditions sont réunies pour l'explosion, la culture systématique de la vigne. La vigne est une espèce sauvage qui est présente dans une grande partie du monde, mais qui va, dans le pourtour méditerranéen, faire l'objet d'une culture spécifique précoce. Alors on le sait grâce à des fouilles récentes dans les montagnes d'Arménie, dans les montagnes du Caucase, où l'on trouve des tessons, des céramiques, des fragments d'outres, de cruches, dont l'imprégnation révèle
la présence, enfin le contenu à un moment donné, de vin, de jus de la vigne fermenté. Et ce qui suppose qu'il y a une viticulture, une culture de la vigne consciente avec foulage, presse, fermentation et donc tout un appareillage de connaissances et de techniques qui ont bien sûr aujourd'hui évolué, mais dont les étapes essentielles sont toujours les mêmes, sont millénaires. Alors je me suis quand même posé la question, pourquoi un professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut, s'intéresse-t-il au vin? Sans doute parce que c'est un bon vivant. Mais aussi, on a la réponse à la fin du livre. Vous aviez des vignes, votre grand-mère, et vous avez fait des vendanges quand vous étiez petit. Alors, non, je n'ai pas de vigne. Je suis né au milieu de vignes. Ma mère, enfin mes oncles, ma mère avait effectivement des parcelles de vignes dans l'entre-deux-mers. Mais c'est un vin à la fin du très... livre. Oui, mais c'est tout à fait vrai. Mais c'est quand même assez peu de choses. C'était pas une grande propriété et c'était pas un grand vin. Mais je suis tout de même lié familialement, géographiquement, à l'ensemble des vignobles bordelais, simplement parce que j'y suis né, que j'y ai ma parenté et que j'y ai ma maison d'été en Médoc. Alors voilà, j'ai effectivement un peu de goût modéré, tempérant, pour le vin, avec simplement peut-être cette notion précise, personnelle, c'est que je n'ai pas bu de goutte de vin avant l'âge de 20-25 ans. Je trouvais ça tout à fait amer et déplaisant. Et je crois que c'est la bonne recette biographique, je dirais. Parce qu'au fond, le vin, il faut avoir tout de même une capacité d'ancienneté, d'expérience gustative pour finalement le découvrir et l'apprécier. Et rester, bien sûr. Alors, je ne vais pas prêcher la tempérance, mais c'est vrai que le bon vin se boit, alors je reprends les slogans idiots, mais vrais tout de même avec modération. Alors, quand j'ai parlé de civilisation, en commençant cet entretien, Yves-Marie Bercé, vous revenez à plusieurs reprises sur ce lien entre la religion, notamment le judaïsme, le vin faisait partie de la vie quotidienne, et ensuite évidemment des papes et de leur rapport au vin. Alors oui, il y a le fait que le vin apparaît très tôt dans les civilisations du pourtour méditerranéen, et on pense bien sûr dans ces civilisations millénaires à la civilisation judaïque dont on a bien sûr les récits dans la Bible. Et alors, quelle est la position du judaïsme? En fait, dans ce contexte historique de longue durée de la Palestine et du pourtour méditerranéen, le vin fait partie d'une alimentation, on dira, banale, courante, bien sûr avec des différences de qualité, des différences de diffusion sociale, mais enfin, à partir des îles de la Grèce, des vignes, des hauts plateaux d'Arménie, il y a un commerce du vin dans l'Antiquité. Hérodote, par exemple, dit que les vins d'Arménie sont transportés dans des jarres de peau qui descendent de l'Euphrate pour fournir Babylone ou Ninive. Donc on a là déjà une commercialisation importante, une consommation qui relève de l'histoire de l'alimentation. Mais alors, qui dans la Bible, on va le voir, a des échos sacrés, des échos religieux. À deux moments, des personnages symboliques, d'étapes particulièrement signifiantes de la Bible s'énivrent. C'est Noé, après le déluge, sa première préoccupation, son retour à la culture, à la vie quotidienne, au travail de la terre, c'est de planter une vigne. Et il vient à s'enivrer.
c'est une ivresse scandaleuse, mais qui est en quelque sorte un recommencement de la vie. Et en ce sens, Noé peut être comparé à Adam. Adam et Ève ont mordu la pomme, ils se sont lancés là, l'humanité dans une suite d'aventures qui peuvent être malheureuses ou heureuses, mais enfin, qui commencent là, après la morsure dans l'arbre de la connaissance. Alors on pouvait se demander, et des commentaires judaïques du 6e, 7e siècle de l'ère chrétienne pensent que la pomme pourrait avoir été, de l'arbre de la connaissance, pourrait avoir été plutôt une grappe de raisin. Alors Noé, là, voyez, comme Adam, commence un nouvel âge, puisque là, ses fils vont se séparer et fonder de nouvelles sortes de peuples. De la même manière, Lot, qui, neveu d'Abraham, qui survit à la destruction de Sodome et Gomorrhe, est enivré par ses filles. Et de cette ivresse, là aussi scandaleuse, et de l'accouplement de Lot, qui est, bien sûr, comment disons ça, le terme, je trouve plus le mot, l'accouplement entre des parents proches, incestueux, voilà. Bien sûr, je trouve bien le mot d'incestueux. Bon, alors, le scandale incestueux donne en fait naissance à de nouveaux peuples. Donc, cette ivresse est en même temps fondatrice. Et puis alors, bien sûr, on vient à la vie de Jésus, et le vin intervient très souvent dans la vie quotidienne de Jésus au cours de sa mission, bien sûr dans le moment des noces de Cana, et puis dans la scène, c'est le sang du Christ. Et or, cette idée que désormais le vin soit lié à la commémoration du sacrifice du Christ, à l'Eucharistie, fait que le vin est désormais profondément lié, ne peut pas être détaché de l'expansion du christianisme. Et la diffusion, la diaspora du vin dans le monde est liée à l'expansion du christianisme. Partout où le christianisme pénètre, et même dans des régions hyperboréennes, nordiques, très peu favorables à la culture de la vigne, on va en Angleterre, en Irlande, dans les royaumes de Scandinavie, essayer de faire pousser du vin ou de s'en procurer, bien que le climat s'y prête si peu que ce soit, pour pouvoir célébrer le christianisme. Je pense à cette question, ça c'est pas dans le livre, mais c'est en vous écoutant que je pense à cette question. Est-ce que finalement, en opposition à cette expansion du christianisme qui est liée à la culture du vin, l'islam a riposté en interdisant l'alcool? C'est une interprétation. Je crois pas. Enfin, si il est possible que des épisodes puissent prendre cette signification. Je ne crois pas que ce soit, en tout cas, une sorte de clivage véritablement éclatant et permanent. Dans la mesure, il y a tout de même le fait que l'islam prend sa naissance dans les zones de l'Arabie qui sont aussi peu que possible propices à la culture du vin. Donc je crois là que il y a tout, à l'origine, alors qu'en Palestine le vin est immémorial, que Jésus a vécu dans une civilisation de son temps qui buvait du vin, mais comme une alimentation, je dirais, normale. Mahomet à aucun moment ne peut avoir eu cette approche, ce rapport, si vous voulez, quotidien de boisson. Alors je crois que ça, c'est quelque chose qui est à la fois important et de détail, qui n'a pas... et effectivement, est-ce qu'il y a une opposition
totale dans l'ensemble des pays musulmans, eh bien non. On constate qu'il y a des vignobles en Turquie, qu'au XVIIe, au Maghreb, oui, mais au XVIIe, XVIIIe siècle, les chats de Perse consommaient du vin. C'est à la cour de Perse, à Shiraz, à Ispahan, à Téhéran, on avait des vins excellents et le chat à la fin, les chats de Perse à la fin du XVIIe siècle récompensaient leurs dignitaires avec des outres de vin fin fait par passerillage, c'est-à-dire le vin est fermenté, mais en même temps on y ajoute une nouvelle couche, enfin des nouveaux apports de grappes de vendange tardive et qu'on a fait sécher au soleil avant de les mettre en presse. De sorte qu'il y a beaucoup plus de sucre et d'alcool, et ces vins doux, sucrés, tanniques étaient particulièrement appréciés dans les cours orientales. Donc le divorce entre les différentes familles de l'islam et le vin n'est pas aussi éclatant, mettons, qu'on pourrait aujourd'hui le croire. Et voilà. Revenons à votre livre, Yves-Marie Bercé. Yves-Marie Bercé est professeur émérite à la Sorbonne, notamment membre de l'Institut, et il publie Les secrets du vin aux éditions Vuibert. Ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que le premier commerce de l'homme, premier commerce entre les hommes, il y avait évidemment l'alimentation, mais il y avait immédiatement le vin. Ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir qu'on a pu comprendre que cette fermentation, cette boisson issue de la fermentation des vignes, serait naturellement différente entre les régions, sans doute parce que des voyageurs ont été de frontière en frontière et sont revenus en disant le goût de ce vin n'était pas le même, donc importons des barriques de telle région. On imagine ces caravanes de voyageurs qui allaient vers Babylone avec le vin à cette époque pas dans des barriques en bois, vous dites c'était dans du cuir, voilà. Oui. Et ce commerce mondial du vin existe depuis des centaines et des centaines d'années. Oui, mais cependant, ce vin ne vieillit pas. On boit des vins de l'année. On cherche à le préserver en bouchant les récipients, qui sont plutôt donc en cuir ou en terre cuite, avec une couche d'huile, ou bien avec une coulure de cire, ou un broquelet de bois qui épouserait bien les contours de la cruche. Mais ce vin, avec les mois de l'année, se gâte très vite. On le boit, le vin nouveau, de toute éternité, entre décembre et janvier. Dans les anciennes sociétés rurales occidentales, l'étude de l'histoire de la population statistique montre que les mariages, les fêtes se situent plutôt en janvier, février, avant Carnaval. Pourquoi ? C'est parce qu'on y dispose des charcuteries qui ont été faites pendant l'hiver. On tue le cochon en octobre-novembre, et surtout du vin nouveau. Du vin nouveau qui est frais, clairé, buvable, et qui tournerait à l'aigre assez vite, au point que, par exemple, au XIVe siècle, on a des ordonnances des rois d'Angleterre qui prévoient que dès le mois d'août ou de septembre, il faut jeter dans la Tamise les tonneaux de vin qui restent et qui vont être remplacés par le vin nouveau apporté de Bordeaux, de La Rochelle. Et puis, dans cette histoire du vin, on va de zone du monde en zone du monde, de région en région. On passe de siècle en siècle. Et plus près de nous, on a appris à travailler autour du vin. J'allais dire à le trafiquer, créer des boissons plus énergisantes, des boissons toniques.
je ne vais pas dire comment, mais à un moment même dans le livre, le Coca-Cola se retrouve cité, Yves-Marie Bercé. Oui, alors, Avec Mariani, c'est ça, qui avait fait cette boisson oui. énergisante préférée d'un pape. C'est-à-dire que c'est dans la suite des consommations de vin autour de la curie romaine, des palais pontificaux, on s'aperçoit que la référence au pape, bien sûr, est un argument de qualité, de publicité pour les producteurs. Léon Et XIII. de sorte que à la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII, qui a des problèmes, je crois, de respiration, de problèmes pulmonaires, prend un vin réconfortant. On lui a conseillé un vin qui contient du quinquina et du sucre, un vin tonique. Ces vins toniques sont apparus beaucoup plus tôt d'ailleurs. Ils apparaissent à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'on commence à exploiter la noix de quina, que les jésuites, ou qu'on appelle la noix des jésuites, qu'on découvre au Pérou dans les années 1650-1660. Alors après, très tôt, 1680-90, il y a des taverniers londoniens qui fabriquent des vins avec de la noix de quina, hein, c'est-à-dire c'est l'ancêtre de ces boissons réconfortantes. C'est celle qu'on fait boire au pape Léon XIII, de sorte que cette boisson tonique se recommande de sa sainteté Léon XIII, de la reine Victoria, du chancelier Bismarck, de tout un tas de personnages illustres de son temps. Et ces recettes vont être utilisées par un pharmacien d'Atlanta vers 1880. C'est là que naît la Coca-Cola Company. Donc 1890, et je dirais que là, effectivement, on peut rattacher le Coca-Cola à une longue tradition, une assez brillante chronique de vin tonique apparue fin XVIIe siècle. Vous êtes plus Coca ou plus vin? Est-ce que je préfère le vin ou le Coca-Cola? Oui, eh bien non, je vous ai dit que je ne buvais... C'est un peu de provocation de ma part. Non, mais alors, si, puisque à ma génération, moi je n'ai bu du vin dans un milieu familial où on en buvait qu'après 20 ans, ce qui est assez normal après tout, puisque je crois qu'effectivement pour un adolescent, ce n'est pas nécessairement la meilleure remède. Et simplement à ma génération, je viens là, en 44-45, c'est l'arrivée des Américains, j'avais 8 ans, et j'ai découvert le Coca-Cola, que les parents trouvaient abominable, de sorte que beaucoup de gens de ma génération, pour montrer qu'on était à l'ordre du jour et émancipés, on se flattait d'aimer le Coca-Cola. Voilà. Les secrets du vin avec Yves-Marie Bercé. Les premiers classements aussi, ceux de 1855. Celui de Bordeaux en 1855. Voilà. Montrent que c'était surtout ce qu'on appelle aujourd'hui un top, c'est-à-dire le classement des meilleures ventes, finalement, ce qui ne signifiait pas que c'était le classement des meilleurs crus. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est... Pourquoi dans les années 1850? C'est parce que se répand la mode des expositions universelles, des expositions de produits commerciaux, industriels, qui se tiennent à Londres, à Paris, dans les grandes capitales européennes. Et à l'exposition universelle de 1855, le ministère du Commerce demande à toute affaire cessante, en l'espace de quelques semaines simplement, à la Chambre des courtiers de Bordeaux d'établir une liste des vins qui sont à recommander pour une facile commercialisation et pour une vente de qualité. Donc en quelques semaines, les courtiers font cette liste qui rend compte simplement des meilleures ventes au printemps 1855. Et en l'occurrence, ils s'arrêtent au Médoc et à 3 ou 4 vins des Graves, et c'est tout. Ils n'ont pas l'idée du tout ils ne cherchent pas à faire une recension exhaustive. Ça correspond simplement à l'état de leur vente à ce moment-là. Alors, bien sûr,
Après, tous ceux qui se trouvaient exclus par ces circonstances de cette liste ont trouvé, et la critique encore, disent qu'elle est injuste, qu'elle ne correspond pas, certes, elle correspond tout simplement aux meilleures ventes au printemps 1855. Alors, quand on fait ce tour de France, des secrets du vin, on voit que chaque région a sa spécificité, en raison de sa terre, de son ensoleillement, de son histoire. Mais quand on entend parfois les spécialistes, ils vous expliquent que tel cru est meilleur que tel autre, le cépage est exceptionnel parce que là, le soleil est différent dans son orientation sur la terre, et on vous cultive un grand discours scientifique. Mais en réalité, votre livre permet de comprendre qu'il y a simplement des caractères, des personnalités de vin très différentes et qui sont tous peut-être très bons. C'est-à-dire que c'est tout de même le cépage qui fait l'essentiel de la qualité ou du défaut d'un vin éventuel. Simplement, c'est tardivement que l'on a eu une nomenclature, une critique, une analyse des cépages. Il y en a un très très grand nombre dans la réalité, mais on peut les grouper par famille, par tribu. Aujourd'hui, des analyses chimiques permettent effectivement d'en faire un tableau logique, mais bien sûr, l'agriculture traditionnelle, le viticulteur paysan plantait ce qu'il avait, ce qu'avaient les cépages qu'avait utilisé son père. Et il y avait plusieurs cépages dans le même terroir, côte à côte. Et il les mélangeait en toute innocence ou en tout savoir-faire, comme on veut, dans le pressoir, avec le fait qu'on avait des cépages dont le mûrissement n'était pas exactement le même, qui peut varier de plusieurs semaines. Donc, on mélangeait ces vins, mettons, avec une tradition familiale, répétitive, routinière, qui pouvait donner des réussites très agréables et quelquefois des catastrophes dont on n'avait pas vraiment conscience. C'est seulement au cours du XVIIe siècle que on va avoir que des grands propriétaires fortunés qui peuvent avoir des investissements, se permettre de faire des vendanges tardives et de risquer des orages ou des gelées qui viendraient détruire la récolte. Non, avec des vendanges tardives, ils se permettent de pouvoir modifier justement le degré d'alcool, la quantité de sucre qui a été transformée en alcool. Ils peuvent faire des mélanges conscients, très précis, de cépages. Et à ce moment-là, ils construisent un vin qui leur est propre, qui dépend de leur propriété. Mais c'est seulement, il est bon de le savoir, c'est seulement dans les années 1660, 80 que on va avoir des vins qui sont de la propriété du clos de monsieur un tel à tel endroit. Auparavant, on a des vins dont le nom est générique. On dit qu'il vient du Quercy, on dit qu'il vient du Val-de-Loire, mais du pays de Champagne. Mais dire que le vin vient du château de monsieur Latour à tel endroit, ça c'est une nouveauté. Il y a aussi on va pouvoir aussi à ce moment-là faire vieillir les vins. Pourquoi on peut les faire vieillir? C'est parce que on va avoir peut faire des bouteilles qui sont plus longues que rondes, qu'on peut coucher. Et on les obture le goulot avec un bouchon de liège. C'est quelque chose qui vient du Portugal, où il y a les plus grandes forêts de liège d'Europe ou peut-être du monde. Et les commerçants anglais, dans les quintas, dans les exploitations viticoles de la région de Porto, ont été les premiers à utiliser l'obturation par le bouchon de liège. Et les Anglais avaient aussi, c'est eux qui avaient conçu
le plus tôt, ces bouteilles allongées et très résistantes qui pouvaient faire grâce à du charbon de terre au lieu du charbon de bois qui faisait saccager les forêts d'Angleterre. À partir des années 1630-1640, ils ont employé le charbon de Newcastle et ils en ont fait des verreries résistantes et allongées. Alors, pourquoi la forme longue et le bouchon de liège vont permettre le vieillissement? C'est que si la bouteille est couchée, le vin est au contact du bouchon et ils vieillissent ensemble. Et c'est à ce moment, c'est vous voyez, cette conjonction, cette situation qui permet le vieillissement à partir de la fin du XVIIe siècle. On change là totalement, vous voyez, du type de consommation et des possibilités de prix et de commercialisation. Oui, mais j'ai rencontré un homme d'affaires russe qui vient de racheter un grand cru de Saint-Émilion. Il m'a fait visiter ses vignes cet été et il a pris la décision de quitter le format de la bouteille allongée, longue, et de revenir au flacon de vin parce que c'est le flacon que les Russes ont appris à découvrir le vin. Donc maintenant, il commercialise son vin en flacon. Oui, c'était bien le sûr, format historique, je crois. Oui, mais parce qu'il peut le boucher. Mais cette obturation qu'il obtient aujourd'hui, elle n'était pas possible auparavant, où on se contentait, je vous dis, de couches d'huile ou de coulures de cire qui n'étaient pas imperméables, qui n'étaient pas étanches. Ou bien alors il y avait encore un autre procédé qui était défavorable, c'est que on enduisait les jarres de peau ou bien les cruches pour les rendre parfaitement étanches de goudron ou de résine, et que par contre quand le vin transporté par bateau dans des jarres empreintes, vous voyez, de résine, et le goudron, a fortiori, en conservait un goût qui pouvait ne pas être jugé du tout agréable par les consommateurs. Ou bien, au contraire, auquel on pouvait s'habituer. C'est ce qui s'est passé dans le cas des vins grecs, où les viticulteurs, sans malice, mettaient de la résine pour donc assurer l'étanchéité des cruches, ce qui a donné naissance au goût du résiné, du retsina, que les viticulteurs grecs n'apprécient pas, mais que les touristes français, allemands, etc., ont trouvé merveilleux à partir des années 1950-60. J'aimerais terminer avec une dernière question. Yves-Marie Bercé, notre rapport au vin, on comprend dans ce livre Les secrets du vin que notre histoire est directement liée au vin, que ce soit l'histoire des religions, l'histoire de la pratique quotidienne, du commerce, de nos voyages, de notre alimentation. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on observe, quand on fait des déjeuners professionnels, même des dîners professionnels, les jeunes générations ne prennent plus de vin. Vous avez beaucoup de jeunes générations qui s'écartent du vin et qui paradoxalement s'alcoolisent avec des alcools durs très fortement le week-end. Hein, on est dans les deux extrêmes. Alors qu'on faisait peut-être partie d'une génération qui avait peut-être plus de plaisir à boire un ou deux verres de vin pendant un déjeuner, un dîner, mais on n'allait pas vers l'alcoolisation excessive. Il y a un rapport au vin très différent. Qu'est-ce que vous observez? Je crois là qu'on voit la continuité d'une opposition entre les pays du Nord et les pays méditerranéens. Les pays méditerranéens producteurs et consommateurs de vin tombent rarement dans l'ébriété. Les pays du Nord qui venaient acheter ce vin méditerranéen, les Anglais avant tout, pour éviter que les vins s'aigrissent du fait du tangage et du roulis sur le transport par mer, le recharger d'alcool au cours de la traversée ou de sucre. Ce qui fait que le vin arrivait en Angleterre, dans les tavernes de Londres, avait plus beaucoup de rapport avec ce qu'on pouvait boire
à Bordeaux ou à Nantes. Et c'était un vin beaucoup plus titré en alcool, beaucoup plus sucré au goût, et qui permet, alors ça correspondait au goût des gens qui habitent dans des pays où il pleut et où il fait du brouillard et où il fait froid, et où aussi le désir, c'est l'évasion de l'ébriété. Il s'agit d'être ivre très vite. C'est ce que cherchent les Anglais, les Hollandais du XVIIe ou d'aujourd'hui. Alors que nous ne cherchons pas cela, oui. nous. Or, Nous, alors je reviens, moment. à la période contemporaine. C'est que nos goûts sont en grande partie influencés là par les modes anglo-saxonnes, américaines. Et donc, c'est quelque chose qui vient... ce sont des modes de pays du Nord, boire de la bière à outrance et s'enivrer à la bière. C'est typiquement, c'est pluriséculaire en anglais, dans les couches populaires anglaises. Et je crois que, et dans la culture américaine. Et c'est donc cette influence-là, si vous voulez, ce style de boisson qui vient. Mais alors aussi, il faut dire que, vous dites, c'est une nouvelle génération. Bon, c'est une tranche d'âge, fin de l'adolescence, début de la jeunesse, où finalement on n'a pas un goût très... Je me citais comme un exemple disant que je n'avais pas bu de vin avant l'âge de 20 ans. Au fond, on n'a pas un goût extrêmement raffiné et prononcé. Donc on peut espérer que dans 5 ou 10 ans, quand ils seront un peu plus vieux, ils vont découvrir, enfin, il n'est pas exclu qu'ils puissent découvrir le vin. Je crois au contraire que, vous voyez, il y a en même temps une conquête du vin. Regardez les succès des vins américains, les succès, il faut bien le dire, de qualité des vins de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de l'hémisphère sud, du Chili, d'Argentine, leur progression, leur production est en croissance constante, en concurrence de la France. Mais la France n'est pas malheureuse, elle ne peut qu'assister avec bienveillance, si on peut dire, à la montée. Je ne crois pas donc qu'il y a une perte de... Yves-Marie Bercé, merci de m'avoir reçu pour parler de votre livre Les secrets du vin aux éditions Vuber et de nous avoir fait partager cette passion et surtout cette histoire du vin. Yves-Marie Bercé, Les secrets du vin. Merci. Bien, professeur, merci. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et membre de l'Institut. Merci beaucoup. Buvez à ma santé.